Ça se voit que je suis dépitée. Alors, pourquoi que je suis dépitée? Je vous explique. Vendredi dernier, je rentre du boulot bravement. J'ai été claquée. Et je me dis, allez, Marie, sois productive, enfin nom d'un chien. Il est interdit de ne rien faire, il est interdit de se reposer. Donc, filme une vidéo pour tes élèves. J'ai perdu tous mes rushs. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Tout a disparu. Disappeared. Hallucinant. Donc, écoutez, j'ai fait un énorme exercice de pensée positive, de retour au calme. Après avoir ragé un bon coup, je me suis dit que tout était prévu. Tout était aligné dans les astres, j'y crois pas une minute. Et qu'en fait, probablement que j'étais pas en état de toute façon de la faire cette vidéo, j'étais trop fatiguée. Et que donc, en la tournant plus tard, reposée, tout est relatif, etc., ce serait beaucoup mieux. Donc bah écoutez, c'est quand même pas tout préparé pour rien, donc bah je la refais. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, c'est très désagréable. Donc bah allons-y pour la vidéo du jour. Alors, une vidéo que pour une fois, je ne vais pas faire en faisant autre chose. Parce que tout simplement, au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous montrer des plantes. Bah oui, parce que, oui, bon, alors, c'est pour mes élèves, mais j'ai quand même trouvé le moyen d'y caser des plantes, parce que, pourquoi se priver, j'ai envie de vous dire. Donc, l'objet de cette vidéo est très simple. Mes élèves, avec lesquels je travaillais sur la classification des êtres vivants, etc., et la reconnaissance des espèces... grâce à des clés de détermination, bon bref, m'ont fait la remarque suivante. Ils m'ont dit, mais madame, au bout d'un moment, pourquoi les scientifiques s'évertuent, ils l'ont pas dit comme ça, mais s'évertuent à nous pondre des noms à coucher dehors, et que jamais on les retiendra tellement ils sont compliqués, les fameux noms en latin. Bah oui, je comprenais bien. Alors évidemment, moi je leur demande pas de retenir les noms latins, enfin si ça leur fait plaisir qu'ils le fassent, grand bien leur fasse, mais c'était pas ça l'objet du truc, donc du coup évidemment je leur demandais pas, mais ils me disaient quand même que c'était relou quoi cette histoire. Et donc, v'là-t-il pas que je commence à leur expliquer la nomenclature binominale et compagnie, et je me suis dit mais non, je vais en faire une vidéo, bien sûr. Donc du coup c'est ce que je fais. Alors, effectivement, et ça les élèves l'ont remarqué, les noms scientifiques, alors bien souvent, sont, enfin, dans la nomenclature binominale qui a été démocratisée, enfin rendue célèbre par Linné au XVIIIe siècle, mais qui avait été amorcée déjà à la Renaissance, mais je me souviens plus des Gus, donc je suis désolée pour eux. Ça avait pas pris à l'époque, c'était eux qui avaient eu l'idée. L'idée était de créer une sorte de code un peu universel pour que les scientifiques s'y retrouvent, pour voilà, nommer les différentes espèces animales, végétales, tout ce qui se trouvait vivant, champignons et compagnie. Et ils ont fait un système à 2 mots, alors qui après a été décliné avec les sous-espèces et les machins, c'est-à-dire le premier mot, c'est le nom de genre, et le deuxième mot, c'est le nom d'espèce, avec une minuscule s'il vous plaît. Et du coup, c'est ce système qui a été universellement choisi et qui fonctionne toujours aujourd'hui et qui permet aux scientifiques du monde entier de se comprendre et de savoir de quelle espèce ils parlent, parce que jusque-là, le système c'était qu'on s'exprimait bien en latin, mais on faisait de sortes de courtes phrases qui décrivaient la bestiole ou qui décrivaient la plante. Mais du coup, personne n'avait la même description, du coup, personne n'avait la même appellation, du coup, on perdait un temps à se comprendre monumental. Et puis il n'y avait pas Snapchat et compagnie pour se dire hey, « Gus, c'est bien de ça que tu voulais parler ?» Bah non, ça marchait pas comme ça. Donc du coup, on a mis en place ce système qui est donc toujours utilisé maintenant, alors qu'il a été légèrement décliné, complexifié, etc. Mais on va pas rentrer dans les détails. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent, c'est souvent des noms doubles. Monstera Deliciosa, par exemple. On va en reparler des Monstera. Alors maintenant, c'est pourquoi ces termes, pourquoi ces noms, pourquoi. Alors c'est souvent une base latine, voire une base grecque, voire un mix des deux. Et puis après, c'est souvent descriptif, mais pas que. Donc on va voir. Moi j'ai sorti 3 catégories à peu près de types de noms et de types d'appellations. Et je vais donner des exemples de plantes. Voilà, donc il y en aura pour tout le monde. Bon alors, première catégorie de dénomination, souvent on utilise donc des noms latins, mais pour décrire l'anatomie de l'organisme considéré. Alors moi je vais prendre que des exemples de plantes, mais ça marche évidemment pour les animaux aussi, mais je vais pas faire un listing total et complet, parce que sinon
Bon, en fait, c'est juste pas possible. Ce serait beaucoup trop long. Donc, prenons un exemple, l'anthurium. L'anthurium. Alors là, je vous fais pas les déclinaisons, les types d'appellations. On va prendre juste le genre anthurium. Les anthuriums sont des plantes qui s'appellent ainsi parce que anthos, en grec, je crois que c'est du grec. Là, pour le coup, c'est du grec, contre-exemple. Anthos, ça veut dire la fleur, et oura, ça veut dire la queue. Donc fleur en forme de queue. Démonstration, parce que ça tombe bien, j'ai un anthurium en fleur. Ouais, ça, c'est pas une bonne nouvelle, par contre. Voilà. Donc je disais que c'était pas une bonne nouvelle, parce qu'en général, quand ils font des fleurs, après, ils se mettent en PLS, mais enfin bon. Voilà une fleur d'anthurium, pour ceux qui connaissaient pas. Alors celui-ci, c'est l'anthurium vitalifolium, hein. J'aurais pu expliquer son nom complet, mais enfin bon, on s'en fout un peu. Donc vous voyez, ça c'est sa fleur, et donc la partie fécondante, on va dire, de la fleur, pas la spathe derrière, la partie fécondante a une forme... Enfin, je vous fais pas un dessin, ça a une forme de queue, quoi. Bon, dans le même délire, on a tout le genre Epipremnum, qu'on connaît bien. Bon là pareil, alors ce sont des plantes grimpantes, bah ça tombe bien. Épi ça veut dire au-dessus, et premna, premnus, premnum, je sais plus, ça veut dire la souche, l'arbre. Donc du coup bah qui pousse au-dessus des arbres quoi. C'est logique hein. Même catégorie, mais juste ils ont pas donné le même nom, mais ça veut dire strictement la même chose hein. Tout ce qui est philodendron, bah philos c'est qui aime, et dendros c'est l'arbre qui aime les arbres, donc des plantes grimpantes qui grimpent sur les arbres, qui font des lianes, etc. Philodendron, Epipremnum, on est dans la même catégorie. Un autre exemple, la Monstera deliciosa, tiens, montre ta feuille. Bon, j'en ai une là. Alors Monstera, oh bah elle est belle celle-ci, j'ai pris la plus belle feuille, parce que c'est celle qui est pétée au bout. Bon, et puis en plus vous la voyez pas en entier. Bon. Monstera, alors le genre Monstera, c'est tout simplement parce que les feuilles sont immenses, potentiellement à taille adulte, donc monstrueuse, Monstera, bon bref, tout ce que vous voulez. Et Deliciosa, parce que figurez-vous, alors nous, sous nos latitudes, on le voit pas vraiment, mais les fruits des Monstera Deliciosa, apparemment, sont absolument délicieux, et se mangent. Sont très sucrés, etc. Bon bref. Bon, alors là, pour le coup, j'ai jamais testé, mais je me doute que ça doit être très bon. Tout ce qui est peperomia, les peperomia de qui, de Sidonie, enfin tous les peperomia, ça vient de pépéri et de homoios, bref, pépéri le poivre, homoios comme le poivre. Et effectivement, le poivrier, la plante, le poivrier ressemble beaucoup au peperomia, ou les peperomia ressemblent au poivrier, donc du coup, de par sa ressemblance, on lui a donné ce nom, comme le poivrier. Bon, alors après, évidemment, il y a toute forme de tronche de peperomia, mais voilà, c'est comme ça que le nom a été choisi. Alors, on a également le genre Rhaphidophora. Rhaphidos, c'est les aiguilles, phora, c'est qui porte, donc c'est qui porte, littéralement, qui porte des aiguilles. Alors, quand on regarde la plante, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, les gars? Non, en fait, c'est au niveau cellulaire que ça se passe. Quand on regarde la plante au microscope, alors quand on déchire sa feuille également, apparemment, ça se voit. Je vais pas m'amuser à faire le test, j'ai pas envie de flinguer ma Rhaphidophora tetrasperma. Mais d'ailleurs, je vais pas toutes les sortir, mais bon, elles ont ce qu'on appelle des trichoscléroïdes, c'est-à-dire des petites cellules un peu en aiguille, comme ça, sclérotiques, dans le limbe, dans le tissu de la plante, et ça c'est une défense contre les herbivores, c'est tout à fait désagréable au palais, apparemment. Donc, Rhaphidophora qui porte des aiguilles. Et alors, tant qu'à faire, bon, attendez, je vous la sors quand même, parce que j'avais dit que j'allais sortir des plantes. En vrai, voilà un truc que j'aurais pu faire, parce que, comment vous dire que ma bouture qui est dans mon aquarium a légèrement raciné. Donc Rhaphidophora tetrasperma, et là, je sais même pas pourquoi je vous la sors, parce que je vais pas pouvoir vous le montrer. C'est parce que tétra, ça veut dire 4, sperma, ça veut dire les graines, ça a fait beaucoup rire les élèves quand j'ai dit sperma, donc sperma c'est la graine, hein, calmez-vous. Eh bien, c'est parce que son fruit est une sorte de cabosse, gousse, un petit peu charnue, verte, dans laquelle il y a 4 graines. Tétrasperma, 4 graines, hop, tout est dit. Ouais, il faudrait que je la... Enfin, les poissons aiment bien se cacher dedans, alors bon... Oui, parce qu'on a Athos, Porthos et Aramis à l'école, qui sont 3 voiles de Chine. Et bah tant qu'à faire, j'ai également 3 voiles de Chine ici, parce que bon, pourquoi se priver, qui s'appellent... j'oublie tout le temps leur nom, Amstramégramme, voilà. Fallait que je trouve des noms faciles à retenir pour mes enfants. Donc voilà,
Par contre, ils se ressemblent tellement que je ne sais pas qui est âme, je ne sais pas qui est stram et je ne sais pas qui est gramme. On continue. Autre exemple anatomique, le syngonium. Alors là, j'ai l'embarras du choix. Je vais prendre le plus accessible. Mon syngonium aurea, qui n'est plus très aurea parce qu'il me fait des splashes vert clair en ce moment, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, bon, peu importe, parce qu'il a pas assez de lumière. Syngonium, d'où que ça vient? Eh ben, syn, ça veut dire ensemble, et gona, ça veut dire les coins ensemble. Si vous regardez les feuilles des syngoniums, elles ont un sinus comme ça à la base, caractéristique. Merci le focus. Je pense que ça doit être la phrase la plus dite de YouTube et d'internet. Focus. Et donc les coins de la feuille sont rassemblés, vous voyez? Ça lui fait cette forme singulière. Donc syngonium, les coins rassemblés. Ça, c'est bon, c'est fait, c'est démystifié. Il y a... Là, je vais faire deux familles d'un coup. Colocasia et Alocasia. Alors ça, c'est rigolo parce que... Bon, je le savais pas, hein, là je vous le dis, hein, clairement je le savais pas, je me suis quand même un peu documentée pour l'histoire. Les Colocasia, ça vient de Colocos ou quelque chose comme ça. Donc ça tient son nom de ce mot grec qui veut dire racine de lotus. Parce qu'en fait, le Colocasia, c'est l'autre nom du taro, qui a en fait une plante qui est cultivée pour sa très grosse racine comestible et qui ressemble un peu à la racine de lotus. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Colocasia. Et l'Alocasia ressemble vachement au Colocasia du point de vue du port, des feuilles, etc. Sauf que sa racine n'est pas de la même catégorie, on va dire. Donc le Alocasia, c'est le A privatif qui veut dire, en fait, pas comme un Colocasia. Enfin, presque un Colocasia, mais pas tout à fait comme. C'est un peu tordu comme appellation. Ils sont pas trop foulés, les gars. Bon, voilà, enfin, vous avez compris le délire, quoi. L'idée, c'est de décrire l'aspect ou les particularités anatomiques de la plante dans son nom latin. Bon, après, autre possibilité, donc, donner des noms aux plantes en fonction de leur découvreur. Donc là, je vais vous donner deux exemples, vous allez voir. Mais en réalité, il y en a d'autres. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a d'autres. Voilà, enfin, il n'y en a pas tant que ça que je connais parmi les plantes d'intérieur classiques. Il y en a certainement d'autres. Par exemple, pareil, j'en ai parlé aux élèves, on a la fameuse Alocasia Jacqueline. Je ne l'ai pas, parce que comme tout le monde, je ne fais que la buter. Donc là, bon, j'ai dit pause, je fais une pause de Jacqueline là, parce que j'en peux plus, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais Jacqueline, en hommage à une certaine Jacqueline qui l'aurait découverte dans la nature. Et alors, l'histoire off dit, mais alors là vraiment j'en ai pas trouvé de traces officielles, mais cette source me vient de Sauvanne, de Jungle Eden, via Pierre Fortune, qui est quand même meilleur apprenti de France, et jardinier botaniste, enfin bon, le gars s'y connaît un peu. Et en réalité, la dite Jacqueline aurait non seulement découvert la dite Alocasia, mais en aurait rapté une partie de la population sauvage et aurait cramé le reste de la parcelle pour se l'approprier et la revendre bien cher. Si c'est vrai, c'est vraiment pas très sympa, hein. Bon, vous avez le philodendron Burle Marx. Tiens, allons le chercher celui-là. Bon, alors là, pour le coup, vraiment aucun intérêt de les sortir, parce que là, c'est plus du tout anatomique, mes histoires, mais c'est quel plaisir. Bon, donc ça, c'est un Burle Marx variegata, mais enfin, peu importe. C'est en hommage à Roberto Burle Marx, qui était un architecte brésilien, et qui, je suis en train de le checker, j'avais l'impression qu'il avait une bestiole. Ah non, hein! Et qu'il aurait en fait, donc le gars était déjà connu, et en plus de tout, il a découvert cette variété qui n'était pas encore décrite, dans son jardin. Donc le philodendron Burle Marx en hommage à ce monsieur Burle Marx qu'il a découvert dans son jardin. Je me répète, c'est terrible, c'est terrible. Bon alors, troisième possibilité, c'est attribuer un nom à une espèce en hommage à une personne célèbre. Alors un nom d'espèce, un nom de genre, enfin tout marche. Hein, et là, pour le coup, j'ai trouvé pas mal d'exemples, donc je m'exécute. Alors on va commencer par des... Je viens de m'éclater littéralement le coude sur mon bureau, tout va bien. Donc ce que j'ai remarqué avant de donner des exemples, et j'en ai parlé à Monsieur Robert, c'est que bien souvent, quand c'était nom de genre et nom d'espèce, et que l'espèce était relative à une personne à qui on rendait hommage, donc le nom d'espèce était latinisé et on lui mettait un double i. Quand il finissait par i, en général, c'était double i. Et vraiment, ça se reproduit très souvent. Donc j'ai demandé à Monsieur Robert, parce que je me rappelle pas du tout de mes cours de latin, pourtant c'est pas faute d'en avoir fait, hein. Me rappelle plus.
Ce qui m'a rassuré, c'est que sur le coup, il était pas sûr non plus. Et en fait, après 2-3 recherches, mais parce qu'il avait quand même une piste, il m'a dit que c'était probablement du génitif. Ça se trouve, j'ai oublié totalement ce qu'il m'a dit, mais je crois que c'est ça. Et donc, ça montre l'appartenance, en fait, qui appartient à. Vous voyez? Bon, alors, mon explication s'arrêtera là. Si vous voulez en savoir plus, contactez Monsieur Robert. Ou tout prof de français ou de latin à disposition. Premier exemple, la Monstera adansoni. Donc vous aviez tous remarqué certainement les plantes addicts, le double I à la fin, génitif. J'espère que c'est bien le génitif parce que sinon je passe pour vraiment une énorme quiche. Eh bien, c'est en hommage à qui? C'est en hommage à Michel Adanson, un botaniste français. Donc c'est quand même cocorico et je vous le montre. Donc, rien à voir avec la choucroute, hein, c'est pas du tout rapport à sa forme ni rien, c'est juste que bah, les gars devaient être un petit peu en manque d'idées. Ils se sont dit, est-ce qu'on se ferait pas un petit peu mousser auprès de la commu scientifique en lui donnant le nom d'un grand botaniste? Parce que le nom a été donné en hommage posthume, il me semble. Si ma mémoire est bonne. Donc, pas que de bonnes nouvelles sur ça. Ah si, oh, bon, dites, une petite bouture. Ah, il y en a marre, hein. Une petite bouture bien en... Mais il faut pas que je monte ma tronche, en fait. Bien enracinée. Vive l'hydropassive. Donc voilà, Michel Adanson, Monstera adansoni, merci monsieur dame. Les Maranta, parlons-en les Maranta. Allez, je les sors aussi. Allez, on avait dit que c'était le défilé, c'est parti. Purée, et puis je choisis celle dont je sais pas prononcer le nom, donc la Maranta Kerchoveana variegata. Purée, j'ai réussi. Du premier coup, dites donc. Donc les Maranta, ces plantes un peu rampantes, très jolies, très mignonnes, et puis surtout quand elles vont bien, parce que quand elles vont pas bien, on les déteste. Eh bien, Maranta, donc voilà, et Marie, vas-y, concentre-toi, parce que sinon la vidéo va être compliquée là. Les Maranta, on a leur petit nom, a été donné en hommage à Bartolomé Smaranti, qui est, bon, accent pourri, qui était un botaniste vénitien. Voilà. À nouveau un botaniste, c'est vraiment très original les gars, vraiment, bravo. Hein. Bon, enchaînons. Diefenbachia, Joseph Diefenbach, qui était à nouveau un botaniste. Lui, je crois qu'il était autrichien. Je vous en montre pas parce que vraiment, j'en ai un pourtant qui pourrait potentiellement être beau, mais il n'est que l'ombre de lui-même. Donc c'est le réflecteur, j'ai pas envie de... J'attends qu'il soit beau pour le montrer à la caméra. Syngonium wendlandi, en hommage à la dynastie des Wendland. Qui était carrément une famille de botanistes à Hanovre, donc Allemagne. Voilà, eux ils se sont pas foulés, ils ont carrément fait hommage à la famille. Si, la famille. Ou un dernier exemple, le philodendron Pithieri, pareil. Je sais que je l'aime, mais alors où? Pas envie de me lever. En hommage à Henri Pithier, qui était un botaniste suisse. Voilà, donc hommage. Et alors quand même, je ne résiste pas à vous citer quand même cette petite anecdote qui fait que maintenant, bah, on commence à avoir fait le tour de la question. Visiblement, petit manque d'inspiration chez les chercheurs. Et puis, petite envie de faire le buzz, on va pas se mentir. C'est un peu la période, hein, c'est un petit peu l'histoire actuelle. On aime faire le buzz, visiblement. C'est pas moi avec mes vidéos à 2 ronds qui vais faire le buzz, mais vraiment. Il y a énormément de noms d'espèces maintenant dans les cultivars, hein, ou dans des plantes découvertes dans la nature. Je dis pas que, oui, il n'y a pas que les cultivars, mais souvent dans les cultivars, c'est-à-dire les hybrides obtenus par croisement, etc., de différentes variétés. On leur file des noms de stars. Donc, par exemple, vous avez Barack Obama qui a une plante à son nom. Vous avez Beyoncé, il me semble. Vous avez évidemment Jimi Hendrix. Vous avez je sais plus qui. Le groupe Green Day qui a une plante à son nom. Imprononçable, j'essaye même pas. Et vous avez l'acteur Leonardo DiCaprio qui a un arbre à son nom. Et pas n'importe quel arbre, là pour le coup je trouvais l'anecdote sympa parce que c'est pas gratos, c'est pas juste pour lui cirer les pompes. Il est très actif dans la lutte environnementale, etc. Leonardo DiCaprio, je pense que, enfin il a compris que son nom pouvait aider la lutte et aider la cause. En tout cas il l'a été à une époque, je sais pas s'il l'est toujours.
Et il avait ardemment défendu une parcelle de forêt. Il faudra quand même que je comprenne pourquoi il me coupe la chic au bout de 20 minutes. Ça le don de m'énerver. Et puis ça m'inquiète là, vous comprenez, ça fait remonter toutes mes angoisses. Est-ce que ça a bien enregistré? Est-ce que je viens de parler comme une débile pendant 20 minutes pour rien? Donc, je reprends. Il avait, ce Leonardo DiCaprio, ardemment défendu une parcelle de forêt qui devait être déboisée pour je ne sais plus quelle raison, et sur laquelle poussait cet arbre naturellement. Et du coup, comme il a permis à ce que cet arbre soit sauvé, ainsi que ses petits copains plantes, ainsi que tous les animaux qui vivaient dedans, et ben on lui a donné son nom en hommage. Alors là, pour le coup, je peux vous dire le nom de la plante. L'Uvariopsis DiCaprio. Je vous foutrai... Allez, là, je fais un effort, je vous foutrai une image. Bim. Donc voilà, il y en a plein d'autres, hein, donc je vais vraiment pas faire le tour. Mais donc si on résume, finalement, les noms sont donnés en latin et en nomenclature binominale, parce que c'est plus simple pour communiquer à travers le monde. Au moins, tout le monde est d'accord sur le nom des espèces et des variétés et des genres et des machins. Et en général, la construction du nom se fait soit sur une base anatomique, bien souvent sur une base anatomique, soit sur une base de qui l'a découverte, soit en hommage à quelqu'un. Ah oui, j'ai oublié quand même une catégorie. Il y a aussi des déclinaisons de noms qui sont en fonction de l'origine. Par exemple, la Monstera Pérou. La mienne est quelque part. Enfin, elle n'est pas sortable parce qu'elle est accrochée, je vais pas la décrocher, mais la Monstera Pérou porte son nom parce qu'elle a été découverte dans les régions andines, péruviennes, etc. Donc Monstera Pérou, quoi. Je peux d'autres exemples là comme ça. Le philodendron Pérou, quel bon exemple. Bon bref, vous avez compris quoi. Voilà, donc il y a l'origine géographique qui peut compter également. Et puis il y a certainement d'autres trucs que j'ai oubliés, mais enfin c'est pour vous dire que c'est pas juste de la barbarie linguistique, il y a une vraie raison derrière. Les élèves, les scientifiques sont pas pervers à ce point-là, en se disant ils ne retiendront jamais ce mot. À une époque, ils parlaient en latin un petit peu exprès pour que personne comprenne, mais maintenant c'est plus le cas, donc enfin ils parlent toujours en latin, mais il y a moyen de comprendre, merci Google Trad, donc c'est plus pour cette raison-là, c'est une habitude qui a été prise. Voilà, et ben bon, comme c'était un retournage, c'était un peu décousu, je vais vous faire croire que le premier rush était pas décousu. Faux, totalement décousu. Tiens, si vous avez suivi jusque-là, vous pouvez mettre le mot décousu en commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez survécu à cette vidéo, que je vais maintenant, j'espère, avoir le plaisir de monter. Et puis ça se trouve, en la montant, je me rendrai compte que j'ai oublié des trucs, et je vous ferai une voix off, j'en sais rien. Mais déjà, je vais vérifier que les rushs sont bien dans la boîte. Voilà. Bisous à toutes, j'espère que vous allez bien. Courage, on tient le bon bout, c'est bientôt les vacances. Allez. Salut!